J'ai trouvé que cette longue après-midi, que ça a quand même démarré à 2h et 18h30, donc c'est assez rare que... C'est parce que tu n'es pas habitué à travailler toute l'après-midi. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais que cette longue après-midi était très intéressante et qu'on a un superbe sujet pour les années à venir. Pourquoi? Parce que le mot-clé, solidarité, c'est quand même un mot qu'on utilise assez fréquemment. Donc il n'y a pas de suspense massif sur ce que ça signifie. Mais en revanche, le mot rupture est majeur. C'est le mot rupture qu'il faut bien comprendre. Et le mot rupture va bien au-delà de ce que vous disiez avec, à juste titre, madame, à propos de Trump. Mais Trump, c'est un phénomène dramatique, mais c'est un des phénomènes, je vais essayer de vous le montrer en quelques secondes, parmi bien d'autres sujets. On est arrivé à une période de rupture très, très profonde. Je vais vous en donner comme exemple, comme économiste que je suis, l'exemple suivant. Nous avons vécu 30 ans avec des taux d'intérêt qui étaient négatifs. Vous vous en souvenez? Des taux d'intérêt très faibles. Il y a même, s'est développé une théorie économique qui était portée par des économistes tout à fait gauche et droite, enfin les économistes sont souvent gauche, mais qui... C'est pas un pléonasme? Qui avait cette idée simple qu'il fallait continuer à s'endetter. Je regardais les chiffres tout à l'heure parce que je le calculais. L'endettement mondial entre 2008, mondial, c'est-à-dire public et privé, c'est aussi important que l'endettement privé, public et privé, entre 2008 et 2022-2023, a quasiment doublé l'endettement mondial, alors qu'on a inventé BAL 3, BAL 4, tout ce que vous voulez. Donc tout ça est une immense difficulté, et tout ça permettait d'avoir des taux d'intérêt qui étaient très faibles. Et on a vécu avec cette idée que ceci allait perdurer. La rupture, elle est sur le fait que, pas besoin d'être un analyste très soigneux, mais simplement de regarder les chiffres, de voir que les taux d'intérêt sont désormais positifs, ont augmenté, vont continuer à augmenter, pour une raison qui est très simple et que vous permettez à l'économiste de décrire en une seconde. Pendant 30 ans, il y avait beaucoup d'épargne, notamment de l'épargne chinoise, et il y avait assez peu d'investissement. Tout ce que nous nous sommes dit, ce qu'a dit tout à l'heure Patrick Artus, qui est très juste, mais plutôt en bas de la fourchette, c'est que l'investissement dans les années qui viennent sera géant pour un pays comme nous, pour le nôtre. Il faudra 150 milliards de plus par an pour les problèmes climatiques, les problèmes d'intelligence artificielle et les problèmes, cher Thierry, de vieillissement, qui sont absolument majeurs. Le simple fait que le choc démographique n'en soit qu'à son début, on va voir que c'est que la réalité des problèmes est de retraite et dépendance. Et donc on rentre dans un autre monde. Objectivement, là, sur ce sujet-là, Trump, il n'a rien à voir. La rupture, elle était déjà là. Elle est déjà là. Alors on a des ruptures, un choc démographique, c'est géant, etc., etc. Et puis il y a l'arrivée d'un certain nombre de personnalités qui sont détestables, qui viennent, au fond, mettre en scène tout ça. Mais il faut bien comprendre que la rupture est en fait le changement, alors j'ai employé un mot prétentieux, mais vous allez tous le comprendre, un changement de paradigme, de fonctionnement de nos sociétés, total, complet, avec des problèmes sur la finance, des problèmes sur le climat, des problèmes sur le vieillissement, des problèmes sur les inégalités, des problèmes, etc., etc., etc. Enfin, absolument ingérable. Je ne sais pas, et Thierry le sait lui peut-être, mais je ne sais pas comment, lorsqu'on a autant de mal en France à essayer de réduire les dépenses publiques de 10 à 20 milliards d'euros, comment on va arriver à récupérer 150 milliards dans les 3 ans qui viennent. Ce n'est pas pour dans 20 ans, dans les 3-4 ans qui viennent. Donc, on est dans une rupture majeure. Et tout le monde, dans notre esprit, se dit, oui, mais c'est peinard, Trump, il s'en va dans 4 ans, ou il sera mort avant, et on sera débarrassé, plus, espérons, Poutine, etc. Mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Le sujet est malheureusement horriblement plus compliqué. On a une rupture, des problèmes qu'on ne sait pas résoudre, problèmes climatiques, on ne sait pas le résoudre, on ne sait pas comment on va le résoudre, comment on va décarboner, le problème du vieillissement, etc., etc. Tout ça pour dire que, à situation incroyable, qu'on ne pouvait même pas décrire, me semble-t-il, l'année dernière, lors de la 8e session de... Parce que c'est quand même la 9e, là. La 8e, il faut qu'on trouve une manière de penser autre. Ce qui me frappe,
et n'y voyez aucune prétention, mais je trouve que tout le monde, beaucoup de gens réfléchissent en reprenant un peu des problèmes j'allais dire, de manière de voir qui correspondent au monde qui est en train de disparaître. Et je trouve que, évidemment, il va falloir traiter les problèmes autrement, et avec des acteurs nouveaux, ou plus exactement, des acteurs qui eux-mêmes vont changer. Je ne crois pas que l'évolution on va dire, du monde disons, de mutualiste, tel qu'il a évolué dans les 10 dernières années, soit une réponse complète au sujet que je suis en train de poser. Ce qui veut dire que le sujet, j'ai bien aimé la troisième session, et plus, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? C'était génial, parce que les 4 personnes qui intervenaient étaient toutes des personnes formidables. Mais il est clair que si on se dit qu'il faut bouleverser de manière très significative le fonctionnement de nos sociétés sans entrer dans des changements politiques majeurs, avec, j'en prends un exemple, un problème de dépendance, Thierry l'évoquait, le problème de dépendance, dans les calculs que nous faisons, c'est dans 3 ans, 30 milliards d'euros de plus à financer. 30 milliards, la dépendance. 30 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on finance? Je prends un exemple. Est-ce que c'est les retraités qui vont financer ça? C'est une solution qui, au fond, a sa logique. Ou est-ce que c'est la société, plutôt les jeunes, parce que ou les actifs? Il est clair qu'il y a un moment où ça va quand même se tendre sur ces sujets. Et je me dis que la question qui a été posée était formidable, les débats étaient topissimes, l'intelligence développée était remarquable, et j'ai presque envie d'y rajouter juste la question de l'année prochaine, comment faut-il changer le mutualisme et la coopération de manière à être un acteur majeur de situations sur lesquelles aucune des personnes de cette salle n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les 3-4 ans qui viennent. Personne. Alors nous, on l'adore, on dit Trump sera parti, et puis nous, on aura peut-être eu la 4e dissolution, on ne sait pas. Enfin, je précise, pour ceux qui l'auraient oublié, que la 2e ne peut pas avoir lieu avant le 8 juillet, et les rencontres d'Aix ont lieu les 3, 4, 5 juillet. Donc, on est à l'abri de la dissolution cette année. Mais vous voyez, on est en train de traiter des sujets qui sont très importants, mais qui sont quand même des sujets du jour au jour, et la réalité des problèmes qui sont posés à notre monde. On le voit dans le domaine géostratégique, c'est peut-être le domaine où c'est le plus évident, des guerres. Personne n'aurait imaginé ça il y a simplement quelques années. Sur les autres sujets, franchement, on n'est pas très lucide. Les débats sur les retraites sont quand même illustratifs du fait que c'est très compliqué simplement de se projeter à 3-4 ans, c'est impossible pour le moment, ça va l'être. Et le monde mutualiste, auquel moi je suis très attaché, le monde coopératif auquel je suis très attaché, et puis tu l'as dit, Philippe, sur le monde associatif qui est la grande richesse française. Hein. Je crois qu'on oublie toujours que nous avons le plus grand nombre par tête d'habitants de responsables d'associations au monde. C'est incroyable, incroyable. C'est un levier formidable, mais au fond, comment est-ce qu'on va un peu booster tout ça? Tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant de vivre, Thierry. Tu l'as évoqué. Tous les grandes mutuelles sont devenues des instruments financiers importants, avec un regard, une éthique. Mais dans la réalité, tout ce beau monde a quand même, ça a convergé. Eh bien, il va falloir réfléchir de manière extrêmement novatrice et très différente pour penser, pour essayer de faire que notre monde mutualiste, je prends ça au sens un peu générique, notre monde mutualiste soit un des acteurs de réflexion, de conception et de réaction pour les problèmes extrêmement compliqués auxquels on va devoir faire face. Merci de vos applaudissements. Merci. Alors après ce tour du monde des problèmes qui nous attendent, est-ce que vous m'autorisez à revenir en France? Je voudrais commencer par rappeler à vos mémoires la formule de Waldeck-Rousseau au moment où a été votée la loi créant les associations. La phrase de Waldeck-Rousseau est « Le législateur a fait son œuvre,
le temps fera la sienne. C'est au moment de la promotion, la naissance des associations. Finalement, ce que nous demande, à plus d'un siècle de distance, 120 ans, la formule de Waldeck-Rousseau, c'est qu'est-ce que nous avons fait, nous, membres du monde associatif, du monde coopératif, du monde mutualiste, de ce temps qui s'est écoulé. Et que peut-on attendre de ces structures qui sont caractérisées par une grande diversité? Avant de répondre à la question ou proposer des pistes de réponse, je voudrais filer une métaphore. L'autoroute entre Tours et Le Mans a été retardée de 8 ans. Il a été retardé de 8 ans dans sa construction parce que un crapaud et une crapaude avaient trouvé là une zone idéale, une sorte de paradis terrestre pour le crapaud, pour se reproduire. On a donc bloqué la construction de l'autoroute pendant 8 ans. Nous avions fait des études. Le même trajet effectué par des automobiles sur une section d'autoroute, en l'occurrence c'est 90 km, ou sur une nationale, même à 4 voies, ça signifie sur cette séquence de temps de 8 ans, 15 vies humaines. 15 vies humaines. C'est dire que l'arbitrage qui a été fait pour permettre l'épanouissement sexuel du crapaud et de la crapaude a coûté 15 vies humaines. Vous voyez assez rapidement surgir ma question, est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Si j'évoque cet exemple, c'est parce que, à mes yeux, et je pense que nous sommes sur la même ligne, puisque le simple fait d'être ici montre un intérêt, et même au-delà d'un intérêt, un engagement pour ces formes d'entreprendre que sont les coopératives et les mutuelles. Si nous voulons être à la hauteur des enjeux que notre président, dès avant le mois de juillet, avant la dissolution, nous a proposé, je pense qu'il y a d'abord une démarche intellectuelle, d'honnêteté à mener chez nous. Est-ce que vraiment, nous, mutualistes, nous, coopérateurs, avons suffisamment d'attention à cette biodiversité que nous revendiquons? Tout à l'heure, j'ai cru que Jean-Hervé était parti sur la 6e extinction de masse des espèces et qu'il allait nous expliquer, je l'attendais, hein, que finalement c'était les créatures les plus variées dans leur génétique, les plus adaptables dans leur capacité, qui allaient survivre. Et je voyais arriver comme ça la métaphore avec le monde associatif, coopératif et mutualiste, puisque finalement cette variété a pour conséquence que certainement tous ne survivront pas à cette extinction de masse, mais c'est sans doute parmi cette population que l'on trouvera les survivants à l'extinction de masse. Mais pour ce faire, il faut être capable d'écouter l'autre, de l'accepter et d'admettre toute une série de différences. Et donc, aussi étrange que ça puisse nous paraître, accepter que les coopératives, les mutuelles, d'un pays à l'autre, n'aient pas les mêmes règles. Et même au sein d'un pays, n'aient pas les mêmes ambitions, n'aient pas les mêmes espérances, n'aient pas les mêmes attentes. Vous savez, il y a quelques années, a été imaginé de faire la mutuelle européenne. C'est beau, la mutuelle européenne. Il y a des mutuelles en Allemagne, en Italie, etc., etc. Ça a fait long feu. Ça a fait long feu parce que chacun est venu avec sa ligne rouge. Sa ligne rouge. Il ne fallait pas ceci pour les Français.
il ne fallait pas cela pour les Allemands, il ne fallait pas cela pour les Espagnols, etc., etc. Le projet, je ne dis pas que ça a soulagé la Commission européenne de célébrer ses funérailles, mais je ne suis pas mal de le penser. Donc, la démarche d'abord, c'est d'accepter toutes ces différences, tout ce qui est autrui, y compris dans les structures. Je vais prendre un exemple pour rester dans le monde mutualiste. Il existe en France une mutuelle qui a cette caractéristique d'être dynastique. Les directeurs généraux ont tous le même patronyme. Pour vous aider, ça commence par un D. Tous le même patronyme, mais ce n'est pas de reste. Tous le même patronyme, et de génération en génération, depuis 1840, la même famille se succède à la direction générale. Quelle horreur, quelle aberration, quelle monstruosité historique. Mais ça marche. Ça marche. Leurs sociétaires sont contents. La preuve, c'est qu'ils grandissent gentiment. Ils n'ont pas de problème de solvabilité, etc., etc. Donc, à partir du moment où les sociétaires qui sont adhérents à cette mutuelle sont heureux, pourquoi nous, les différentes instances qui essayons de construire quelque chose autour de la mutualité, nous aurions cette position et ce discours de stigmatisation, alors que ça va à l'encontre même de ce que sont nos intérêts à long terme, qui sont précisément ceux de la diversité. Pourquoi? Parce que, de temps en temps, un sentiment très humain nous étreint, la paresse intellectuelle. Donc je crois que si nous voulons affronter les ruptures telles qu'elles ont été aujourd'hui parcourues, la première étape, c'est d'être capable de s'écouter, de s'accepter avec toutes nos différences. Il y a des mutuelles qui font des résultats, j'en connais pas. Il y en a qui n'en font pas. Il y en a qui sont familiales. Il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont cela. À partir du moment où l'activité économique est saine, à partir du moment où les sociétaires, les adhérents sont heureux, satisfaits, la preuve, s'ils y restent, au nom de quoi nous donnerions des leçons? Donc d'abord, je pense que pour pouvoir construire, il faut faire un terrain propre, adapté à la construction. Et pour moi, ce terrain propre, adapté à la construction, je résume, il a un nom, tolérance. Merci. Juste 4 mots pour conclure cette conclusion. Le premier, c'est par rapport à ceux qui étaient là au début de l'après-midi, on est un peu moins dans la merde qu'on l'était au début de l'après-midi, puisque c'était la teneur de mon propos liminaire. Parce que je trouve que la qualité des débats a été telle qu'il y a quand même plein d'idées qui ont été débattues, discutées et sur lesquelles on a avancé. Deuxième, dans les éléments qui ont été évoqués, c'est pas les seuls, mais ceux qui m'ont le plus accroché, il y a 2 idées. Un, bottom-up, c'est-à-dire qu'il faut que, si on veut sortir de la crise, la plupart des initiatives partent d'en bas, partent de la base, et non plus comme on en a trop l'habitude du sommet. Donc ça a été dit à travers des expériences des uns et des autres. Deuxième élément, on avait Cédric Nankin qui est le meilleur arrière, le meilleur défenseur. C'était tout à fait passionnant son intervention. Il ne faut pas être défensif quand on est mutualiste ou coopérateur. Il faut être offensif. Et c'est ça, peut-être, le reproche que je ferai au mouvement au jour d'aujourd'hui et qui permettra d'enclencher les 10e assises l'année prochaine. Il faut être vraiment offensif. Le lobbying, c'est pas un péché. Il faut s'adresser à Robert Zarader, qui est spécialiste mondial, je plaisante. Dans ce domaine-là, il y a, à mon avis, beaucoup de choses à faire. 4e point, la plus mutualiste d'entre nous, celle que l'on doit, alors vous allez évidemment m'applaudir, mais celle qu'on doit le plus applaudir dans cette salle, c'est évidemment Valérie Gruet, notre mère à tous et la plus mutualiste d'entre nous. Merci.